Bonjour à toutes et à tous. 60% des Français affirment croire à au moins une thèse complotiste et 35% déclarent croire aux théories du complot selon une étude IFOP publiée en 2023. Réseaux sociaux, sites internet, radio, télé, journaux, les sources d'information n'ont jamais été aussi nombreuses. Et les fake news qui donnent corps aux théories du complot les plus folles, du programme Apollo à la création du Covid-19 en laboratoire, sont désormais à la portée de tous. La défiance envers les institutions, les médias et la science est désormais omniprésente. L'actualité nous le rappelle constamment avec notamment l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, lui qui n'a jamais caché son scepticisme face au changement climatique. Alors où le complotisme trouve-t-il sa source ? Les conspirationnistes sont-ils simplement des illuminés ou leur discours révèle-t-il un mal plus profond qui ronge nos sociétés ? Enfin, comme le questionne le père Pascalide, si les théories du complot sont toxiques pour ses défenseurs et leur entourage, l'objection anticomplotiste n'est-elle pas victime d'angle mort ? Le rendez-vous fidélité. Pour nous éclairer sur ce sujet complexe, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet. Marie Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, historienne, enseignante à l'ISPG de Bruxelles, autrice de L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, paru en 2016 aux éditions Les Petits Matins, et de Obsession dans les coulisses du récit complotiste, paru en 2018 aux éditions Inculte. Vous êtes une spécialiste reconnue du conspirationnisme. Vous nous apporterez votre éclairage sur les origines, les mécanismes et les impacts de ce phénomène. Également avec nous, Kenzo Mera, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie sociale et chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles, auteur de Complotisme et quête identitaire, paru aux presses universitaires de France en 2023. Votre approche permet de mettre en lumière les ressorts psychologiques et sociaux qui sous-tendent justement l'adhésion aux théories du complot. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus dans le rendez-vous fidélité. On est ensemble pour une 50aine de minutes. On va tenter de comprendre ce phénomène du complotisme, d'en décortiquer les mécanismes pour tenter de voir comment on peut mieux ou tenter de le désamorcer. Et puis, comme chaque jeudi, en fin d'émission, Tanguy Bertrand nous fera l'honneur d'éclairer nos lanternes avec une expression en lien avec notre thème, comme il en a l'habitude. Marie Pelletier, le complotisme a longtemps été perçu comme un phénomène marginal. Vous, ça fait une dizaine d'années que vous étudiez le sujet et au départ, on vous prenait justement pour quelqu'un de peut-être illuminé à l'idée d'étudier ce sujet. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater qu'il s'est immiscé dans toutes les sphères de la société. Comment expliquez-vous, comment on explique cette montée en puissance du complotisme ? Alors évidemment, c'est une montée en puissance qui est multifactorielle, comme tous les phénomènes sociopolitiques. C'est des phénomènes complexes, donc c'est difficile à résumer. Mais ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai appréhendé, vu que je suis historienne aussi, c'est qu'on a une séquence historique qui a plus ou moins maintenant 25 ans, c'est-à-dire qui remonte à l'entrée dans les années 2000, où on a vu dans les sociétés européennes, en tout cas ou dans les sociétés occidentales, une résurgence d'un complotisme qui est en fait une manière de penser qui est assez ancienne dans nos sociétés, qui a toute une histoire, notamment une histoire idéologique ancrée au XVIIIe siècle, dans l'histoire de l'antisémitisme, etc., et qui a fait une sorte de comeback, on pourrait dire, progressif, à partir de l'entrée dans les années 2000, à cause justement de toute une série de facteurs. Bien évidemment, on ne peut pas simplifier à outrance, mais ça s'est notamment cristallisé autour quand même d'un événement fondateur qui est le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 qui a été un trauma absolument abyssal pour nos sociétés. Et quand on a un trauma, pour faire bref, on a besoin d'un logiciel, d'un récit pour donner sens à ce trauma. Bon, évidemment, ici, je parle du trauma, pas au sens psychologique purement du terme, je parle dans le sens commun du terme. Et donc, on a eu besoin de trouver des histoires, en quelque sorte, pour raconter cet événement traumatisant pour nous tous. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, ça nécessiterait beaucoup de développement, mais c'est à ce moment-là que le conspirationnisme, en tout cas, est venu comme une proposition de réponse, comme une proposition de récit qui donne sens à cet événement. Les théories du complot contemporaines, donc celles qui circulent beaucoup depuis ces dernières années, ont presque toutes un ancrage dans cet événement du 11 septembre 2001 qui est devenu une espèce de mantra, comme une espèce de conviction qu'autour de cet événement, nous avions été dupés collectivement. Et donc, on a, à partir de là, eu une
côté, on pourrait dire, de cet imaginaire que moi je qualifie surtout d'imaginaire de la défiance, c'est-à-dire un récit qui se construit sur la défiance à l'égard principalement des institutions démocratiques, hein, vous l'avez dit dans votre introduction, des médias, des politiques, des scientifiques, etc., qui sont vus comme intrinsèquement mensongers et malfaisants en quelque sorte, et aussi une défiance à l'égard des minorités dans notre société. Ça, il ne faut pas oublier aussi que ça fait partie du logiciel complotiste, puisque les minorités sont vues comme des minorités mal agissantes et malfaisantes. Historiquement, bien sûr, c'était la minorité juive, puisque le complotisme est fortement arrimé à l'histoire de l'antisémitisme, mais on le sait aussi, aujourd'hui, on peut accuser, je ne sais pas moi, les LGBT, les Noirs, les Arabes, etc., de fomenter un complot ou quelque chose de mauvais pour nuire à la société. Et donc, c'est ces deux obsessions-là aujourd'hui qui sont vraiment très présentes dans les théories du complot contemporaines, c'est la défiance à l'égard des institutions et la défiance / la haine des minorités qui sont vues comme des menaces et des dangers. Vous avez beaucoup travaillé sur le rôle des dictatures dans la propagation du complotisme. On n'aura malheureusement pas le temps d'en parler ce matin, mais j'invite les auditeurs à se référer à vos ouvrages. Comment est-ce qu'on définit précisément le complotisme ? J'ajouterais que si la crise sanitaire a été un grand révélateur du complotisme, elle a pu rendre certaines personnes méfiantes, adhérant à certaines théories sans être totalement complotistes. Il y a différentes strates. Donc j'aimerais que vous puissiez nous donner effectivement une définition précise et nous expliquer effectivement qu'elle inclut ces différentes strates. Alors, je pense que Kenzo, ici présent, sera d'accord avec moi pour dire que chaque chercheur a sa propre définition du conspirationnisme, ou à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière, et je pense qu'il faut rester humble sur les définitions, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, la manière dont je l'appréhende, donc c'est effectivement un imaginaire de la défiance qui se répand à des degrés divers. Personnellement, je tiens beaucoup à cette notion de complotisme qui peut se répandre à des degrés divers, c'est-à-dire qui ne se construit pas sur du blanc ou du noir. On n'est pas conspi ou anti-conspi. Il y a beaucoup de zones de gris, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et c'est un imaginaire de la défiance qui postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière ce qui est perçu comme le récit officiel, donc par exemple la parole des médias, la parole des gouvernements, la parole des scientifiques, il y aurait une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Au service d'intérêts cachés et malfaisants, bien évidemment, puisque l'idée c'est que ces intérêts cachés sont là pour nous nuire. Et donc, pour moi, j'appréhende le complotisme comme cette trame narrative, si vous voulez, comme une trame de récit qu'on va pouvoir retrouver dans toutes sortes d'histoires qui vont utiliser cette trame narrative pour expliquer le monde qui nous entoure. La pandémie, qui était aussi un traumatisme collectif, mais aussi parfois des faits d'actualité qui ont l'air un peu moins importants, mais qui vont être expliqués par certains avec cette idée qu'en fait, il y a un leurre, une mise en scène au service des intérêts cachés de quelques-uns qui veulent nous nuire ou qui veulent notre perte. Le complot existe, il faut le préciser. Je vais vous donner la parole, Kenzo Nera, mais complotisme, conspirationnisme, on est d'accord, c'est la même, vous mettez la même définition derrière ces deux mots, Marie Pelletier ? Alors moi, oui, parce que je trouve que dans le débat public, en tout cas, ce ne serait pas honnête d'ergoter sur les deux termes puisqu'ils sont pris de manière équivalente, on pourrait dire, en tout cas dans le champ médiatique notamment et dans le champ politique. Il faut savoir, pour la petite histoire, donc moi j'ai commencé effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, à travailler sur le complotisme il y a déjà presque 15 ans. Maintenant, je me sens vieille quand je dis ça. Et à l'époque, dans le monde francophone, on parlait vraiment de complotisme. C'était le terme mainstream. J'ai constaté que le mot conspirationnisme est surtout venu après la première élection de Trump, donc 2016-2017. Je pense que c'est en partie une influence du débat anglo-saxon et de conspiracy en anglais, etc. Donc, je pense que c'est un peu ça qui, en tout cas au niveau du vocabulaire médiatique, etc., qui a fait qu'on a de plus en plus parlé de conspirationnisme. Moi, au début, je m'accrochais à complotisme. Maintenant, j'emploie les deux parce que les deux sont utilisés. Après, au niveau de la recherche, certains vont faire des nuances entre les deux termes, mais je pense que dans l'acception du débat public, on peut appréhender les deux comme un même phénomène, en tout cas. Kenzo Nera, vous vouliez intervenir ? Oui, c'était d'une part pour dire que je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'existence des complots, et c'est justement là toute la difficulté de la définition du complotisme, parce qu'il faut partir en gros du constat que
le complot, le fait de vouloir secrètement faire valoir ses intérêts en organisant des alliances un peu cachées, c'est un rouage essentiel, on va dire, de l'histoire. C'est pas forcément le rouage ultime qui explique tout, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Et donc, partant de là, il faut trouver une définition du complot, de la théorie du complot et du complotisme qui permettent de faire ressortir ce que les théories du complot peuvent avoir de spécifique par rapport justement aux accusations de complot plus générales. Je suis assez d'accord avec la définition proposée par Marie Pelletier. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a absolument pas de consensus sur ce que c'est qu'une théorie du complot ou le complotisme. Je suis assez d'accord sur cette idée de mise en scène. En fait, moi, quand je définis une théorie du complot en psychologie, on utilise souvent des définitions assez brèves, qui souvent d'ailleurs sont à mon humble avis, un petit peu insuffisante, en tout cas pour discuter des problèmes de complotisme avec le grand public. C'est cette idée que finalement, il y aurait un genre quelqu'un, on ne sait pas exactement qui, mais qui mentirait au public à une très vaste échelle, de manière à permettre à certaines personnes d'accomplir un certain dessein. Et comme le disait Marie Pelletier, ça renvoie à l'idée que le dessein en question ne peut pas avoir des intentions louables, parce que sinon ça ne serait pas caché. Et ça permet aussi de souligner le fait que dans la théorie du complot, comme dans le complotisme, ce qui caractérise finalement, ce qui caractérise ces notions par rapport aux notions plus communes de complot, c'est vraiment l'ampleur et la coordination que prennent les efforts pour dissimuler l'existence du complot. En fait, quand vous croyez à une théorie du complot, et on peut tous, je veux dire, sur différents sujets, ça peut toujours arriver, vous avez un petit peu cette idée que dans votre environnement, les explications qui sont prévalentes sur le sujet sont trompeuses et que finalement il y a une espèce de coordination, soit vraiment volontaire, soit soit accidentelle, pour que le mensonge soit omniprésent et que la vérité soit soigneusement cachée. Et donc c'est pour ça qu'il y a très souvent cet amalgame entre les médias, les scientifiques, les experts médiatiques, etc. Qui, en gros, c'est vraiment cette image chère aux complotistes d'ailleurs de la matrice. C'est vraiment quelque chose qu'on tire devant votre visage pour vous cacher la vérité. Et que finalement, il faut faire preuve d'esprit critique et comme ils le disent eux-mêmes, pour arracher ce voile et voir la réalité telle qu'elle est. Donc la réalité qui est donc l'existence d'un complot de très grande ampleur. Kenzo Nera, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie sociale et justement, vous expliquez qu'il ne faut pas réduire le complotisme à une question d'irrationalité. La psychologie, elle explique la vision conspirationniste à partir de biais cognitifs. C'est insuffisant selon vous ? C'est comme, je n'arrête pas de rebondir sur ce que disait Marie Pelletier à l'instant, mais c'est comme toujours, les explications d'un phénomène aussi complexe que le complotisme, ça ne peut pas s'expliquer par une seule variable. Et c'est cette question justement des biais cognitifs, elle a été largement explorée. On peut effectivement, quand on regarde certains documentaires complotistes, il y a une manière d'interpréter par exemple certaines coïncidences, une manière de voir de l'intentionnalité dans des choses qui ne sont pas manifestement intentionnelles. Donc ça, c'est effectivement vrai, mais par ailleurs, c'est effectivement insuffisant pour expliquer ça, ne serait-ce que parce que, comme vous le disiez, après, faut aussi prendre ces sondages avec des pincettes. Ce n'est pas parce que 60% disent qu'ils sont plus ou moins d'accord ou totalement d'accord avec une théorie du complot qu'ils y croient et que c'est des militants complotistes. Mais à partir du moment où un phénomène a autant d'ampleur, et à partir du moment où il y a une telle diversité dans la nature et la radicalité des théories du complot, juste réduire ça à une question de c'est des gens irrationnels, peu éduqués, etc., c'est évidemment insuffisant. Et vous parlez de dimension identitaire du complotisme. Est-ce que les théories du complot permettent justement aux individus de se construire quelque part une identité ? C'est en tout cas c'est la piste que j'ai étudiée pendant toute ma thèse de doctorat. C'est un petit peu le point de départ qu'on voulait explorer. Et ce qui ressort effectivement, c'est que et le point de départ donc de ces recherches, c'est que de façon générale, c'est pas un absolu, mais ce qu'on observe, c'est que les théories du complot ont davantage de succès parmi des personnes qui souvent ont un faible niveau de reconnaissance, un sentiment d'aliénation, souvent qui appartiennent à des groupes justement, à des catégories sociales un peu défavorisées. Dans les groupes qui comme ça sont globalement défavorisés, on observe davantage de croyances complotistes, aussi chez les gens, par exemple, peu diplômés, etc. Et il y a toute une série de travaux, notamment les miens, qui suggèrent que, tout simplement, endosser les théories du complot, c'est une manière de protéger votre image de vous-même face à une société qui peut-être justement va vous mettre
va vous renvoyer une image de vous-même et des groupes auxquels vous appartenez qui est négative. Dans le discours complotiste, déjà, une première chose, c'est que un des piliers de la rhétorique complotiste, c'est cette idée de voir justement au-delà des apparences et de finalement rentrer dans une espèce de catégorie de personnes qui ne sont pas des moutons, c'est des élus comme ça qui ont cette capacité. Exactement, c'est un peu cette idée que nous, on n'est pas des moutons, contrairement à tout le reste de la population bien insérée. Nous, on est un petit peu marginalisés, mais en même temps, ça nous permet un petit peu de voir la vérité en face. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et par ailleurs, c'est aussi ça peut être une façon d'expliquer pourquoi est-ce que l'ordre du monde ou notre situation personnelle, tout simplement, ne tourne pas comme on l'espérait. Ça peut se faire à l'échelle collective, où on se demande pourquoi est-ce qu'on appartient à une catégorie sociale défavorisée. L'explication par le complot, c'est tout simplement que si on appartient à une catégorie sociale défavorisée, c'est que tout est mis en place par le système pour maintenir ce groupe dans une situation défavorisée, alors qu'on peut avoir par ailleurs, justement, on est dans des sociétés prétendument ouvertes qui croient à la méritocratie, etc. Effectivement, un des effets pervers de la méritocratie, c'est de renvoyer cette image extrêmement négative aux gens qui ne parviennent pas à s'élever socialement, vu que prétendument on est dans une société ouverte. Donc ça, d'une part. Et attendez, je suis désolé, j'ai perdu le fil. Oui, mais parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que vous dites quand même que le complotisme, c'est pas uniquement un outil des dominés contre les dominants. C'est pas uniquement ça, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais ce n'est pas que ça. Oui, effectivement, ce n'est pas que ça, et ça, c'est je pense une confusion importante à éclaircir, parce qu'il y a vraiment cette image du pauvre petit complotiste. Et là, effectivement, dans le cas des dominants, des personnes qui appartiennent à des catégories défavorisées, il peut y avoir ces vertus protectrices du complotisme. Mais par contre, si on se penche justement du côté des dominants, ça peut être un outil de protection, mais ça va pas tant être un outil de revalorisation qu'un outil de maintien de sa position de privilège. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose de classique, justement, c'est les accusations de complot contre les immigrés. C'est un outil pour les groupes sociaux qui, justement, bénéficient des ressources, etc. C'est une façon de mobiliser le groupe. De justifier. Pour contester, finalement, pour contester la redistribution, finalement, de ces ressources. Et donc, une espèce de mise à égalité des groupes. Et aussi, effectivement, pour justifier des mesures éventuellement discriminatoires, etc., qui permettent de maintenir le groupe dans sa situation privilégiée. Marie Pelletier, vous dites, vous, que personne n'est immunisé contre le complotisme. Si tout le monde peut être touché par le complotisme, est-ce qu'il y a quand même des profils plus sensibles que d'autres ? Parce que là, on a parlé de groupe, mais dans l'individualité. Alors, il y a certainement des profils, notamment psychologiques, plus sensibles que d'autres, mais ça, c'est pas tout à fait mon champ d'expertise. Il y a aussi, je pense, des moments où on est plus fragile que d'autres. C'est pas pour rien, par exemple, que pendant la pandémie, on ait eu en tout cas cette impression d'explosion du conspirationnisme, ou qu'en tout cas, il y avait des gens qui ont basculé en quelque sorte dans cet imaginaire-là. Je pense que ça disait aussi d'un moment de fragilisation sociale en réalité. Moi, je pense que le complotisme est beaucoup aussi une maladie du lien social, et que pendant la pandémie, typiquement, il y avait cette composante d'isolement qu'on a tous vécu, ce besoin de sens dont je parlais tout à l'heure quand on vit un événement traumatisant, etc. Et donc, il y avait comme des espèces de strates, et donc des personnes ont pu basculer à la faveur d'un contexte. Alors, sans doute aussi parce qu'il y avait des failles personnelles, mais aussi à la faveur d'un contexte social. Et ça, je pense que c'est très important à dire, parce que ça montre aussi la diversité des profils de personnes qui adhèrent, en fait, qui peuvent adhérer à un logiciel conspirationniste. Justement, moi, j'ai toujours eu, depuis des années, comme effectivement, j'ai une assez grande visibilité, on va dire, sur cette question, des gens qui m'écrivent, c'est-à-dire soit des conspirationnistes qui m'écrivent, ça fait des années que j'ai des conspirationnistes qui m'écrivent, mais aussi des proches de personnes conspirationnistes qui m'écrivent, pour souvent des appels à l'aide d'ailleurs. Et pendant la pandémie, je raconte ça parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais vraiment des dizaines de lettres ou de mails, qui me disaient, voilà, mon mari s'est enfermé dans sa chambre, il est tout le temps sur son ordinateur, il est devenu tout à fait conspirationniste, il ne veut plus dormir avec moi parce que je suis vaccinée, etc., etc. Donc des situations qui menaient en fait à des drames familiaux et personnels, à des divorces, à des ruptures familiales, etc. Et
c'était dans des milieux socio-culturels extrêmement divers. Et généralement, je peux vous dire que les gens qui m'écrivent, c'est plutôt des milieux socioculturels plutôt élevés, c'est-à-dire pas des gens, et ça qu'en général rappelait très bien dans la diversité, hein, pas des gens qui n'ont pas de diplôme, etc. Au contraire, des gens parfois extrêmement cultivés, parce que le conspirationnisme, il s'abreuve à beaucoup de références culturelles, hein, paradoxalement, mais qui, à un moment donné, bascule, on peut dire, dans un récit qui donne du sens, mais qui les coupe de leur environnement. Et ça, c'est une composante, effectivement, qu'on a pu beaucoup voir pendant la pandémie et qu'on risque, je pense, de revoir dans une période quand même actuelle, c'est-à-dire une période sociopolitique quand même extrêmement difficile, hein, on peut se dire les mots. On vit de multiples crises. Il y a la crise climatique, vous en parliez tout à l'heure, et l'élection de Trump là, qui vient de se passer, on sait que ça va avoir des répercussions aussi politiques chez nous, etc. La crise économique aussi, etc. etc. Enfin, je veux dire, les crises sont nombreuses actuellement, et ça impacte non seulement les personnes, mais ça impacte le lien social, ça impacte la société en tant que corps social. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à redire, parce que le conspirationnisme, c'est en grande partie une maladie de la confiance dans la société qui nous entoure. Quand on n'arrive plus à faire confiance dans la société qui nous entoure, on peut chercher à se réfugier dans ce type de récit. Et donc, plus le corps social est fragilisé, plus on vit aussi dans un espèce de contexte de défiance à l'égard des uns des autres, plus il y a un risque potentiel, hein, je ne dis pas que c'est systématique, mais de se réfugier dans ce type de récit qui, alors là je reprends ma casquette d'analyse plutôt politique, entre guillemets, qui ont pour le coup un gros risque politique, c'est un risque antidémocratique. Bon, là, et justement, et on reviendra sur cette notion de défiance, de méfiance, de confiance, pour comprendre comment contrer un petit peu ce conspirationnisme, ou en tout cas comment apporter des réponses. Je voudrais quand même revenir sur les effets d'Internet et des réseaux sociaux, hein. Ils sont souvent pointés du doigt comme des amplificateurs du complotisme. Il y a eu un concept de chambre d'écho qui est souvent utilisé pour décrire justement ces effets. On l'a vu, hein, avec la première élection de Donald Trump en 2016, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement, ça veut dire que ça va être de pire en pire, sachant que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place? Je ne sais pas qui de vous deux veut répondre. Alors, je vais dire quelques mots, puis je céderai la parole, parce qu'à mon avis, on a des points communs, des visions complémentaires et des points communs, exactement. C'est compliqué la question des réseaux sociaux, me semble-t-il, parce qu'il y a toute une tendance dans l'anticonspirationnisme à résumer le problème du complotisme aux réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est une grave erreur d'analyse, parce qu'en fait, c'est un problème de société qui dépasse largement le champ numérique en réalité. Et en même temps, je fais du Emmanuel Macron, et en même temps, il est évident qu'on ne peut pas nier que la manière, d'abord le temps qu'on passe sur les plateformes, déjà rien que ça, et la manière dont les plateformes fonctionnent aussi, évidemment, ont participé ces dernières années à propager ce type de récit. Et que un Trump, moi je le rappelle toujours, bien évidemment, Trump de 2016, là je parle de 2016-2017, oui. Il a été élu quand même en grande partie grâce au réseau conspirationniste américain et en grande partie grâce à l'activisme en ligne, donc sur les réseaux sociaux, des conspirationnistes américains, notamment Alex Jones, qui est une grande figure conspirationniste qui a porté l'élection de Trump véritablement en 2016. Donc ça veut dire que, encore une fois, les réseaux sociaux maintenant sont vraiment quelque chose non seulement qui alimente le complotisme, mais aussi, et c'est pour ça que je remets toujours ma composante politique, qui sont capables, grâce à cette arme du conspirationnisme, d'élire quelqu'un à la tête de la première démocratie occidentale. Donc c'est pas rien. Et c'est comme, ça que ça se passe aussi pour les dictatures, hein, pour pouvoir établir des régimes autoritaires. Ça passe notamment par là. Mais complètement, et pour imposer leur récit, alors je vais juste faire un tout petit spoiler, parce que je suis en train de terminer mon 3e bouquin qui parle de la propagande des dictatures, parce que moi, en fait, j'aime surtout parler de la propagande, en effet, même si je parle beaucoup de complotisme. Et en fait, ce que j'étudie dans le bouquin, c'est le fait que ces dernières années, grâce notamment aux réseaux sociaux et grâce à l'arme rhétorique du conspirationnisme, bien sûr, les dictatures ont réussi à proposer leur récit, leur discours, si vous voulez,
comme une proposition de récit parmi d'autres. C'est-à-dire, on réussit à ce que, finalement, sur chaque événement de l'actualité, aujourd'hui, on ait en quelque sorte deux propositions, je schématise, hein, la proposition démocratique, la lecture démocratique, et puis l'alternative à cette lecture-là, qui est en fait la lecture proposée par les dictatures. Mais ça a un impact très concret, parce que ça veut dire qu'on n'a plus un logiciel commun, et surtout qu'on a une proposition de récit antidémocratique qui est en train de prendre énormément de pouvoir dans nos sociétés. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense que c'est hier, Trump a annoncé qu'à la défense, il nommait Tulsi Gabbard. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais donc il y a une politicienne américaine qui est quelqu'un que moi je connais très bien parce qu'elle est un relais des dictatures du Moyen-Orient depuis des années. C'est quelqu'un qui est extrêmement actif dans la propagation de la propagande des dictatures, du complotisme aussi, bien évidemment. Et aujourd'hui, elle devient ministre de la Défense aux États-Unis. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on pourrait penser être un phénomène numérique, peut-être un peu farfelu, un peu embêtant, aujourd'hui, ça a un réel impact. Ouais. Et sur nos démocraties. Kenzo Nera, vous vouliez compléter sur les effets justement d'Internet et les réseaux sociaux. Oui, l'Internet et les réseaux sociaux, c'est une question qui est en fait assez compliqué, je pense que Marie Pelletier l'a bien souligné, et je vais peut-être surprendre les auditeurs et les auditrices, mais il n'y a pas de consensus sur le fait que les réseaux sociaux favorisent l'adhésion aux récits complotistes, etc. Mais il faut voir ce qu'on entend par là. En fait, la grande question, c'est est-ce que les réseaux sociaux modifient le comportement des gens, ou est-ce que les gens ont juste le comportement qu'ils ont de base, et que, étant donné qu'une grosse partie de notre vie sociale maintenant est sur les réseaux sociaux, je me souviens quand j'étais enfant, mes parents me disaient non, mais arrête sur Internet, c'est pas la vraie vie. Ben voilà, on est en 2024. D'où la chambre Internet est devenu largement notre vraie vie. Et donc, il y a tout un argumentaire qui dit qu'en fait, ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est juste le comportement des gens qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, nous fréquentons aussi des gens qui nous ressemblent, nous fréquentons aussi des gens qui pensent la même chose que nous, etc. Par contre, ce qui est sûr, et c'est là que la nuance arrive, c'est que justement, étant donné que les réseaux sociaux ont un énorme rôle dans notre vie, de fait, ils jouent, ils sont une cause de la propagation des idées complotistes, tout simplement parce que c'est devenu un des relais principaux des idées de manière générale. Mais sur la question spécifique des chambres d'écho, aussi sur la question des algorithmes, est-ce que finalement les gens sont bombardés de contenus qui vont les rendre complotistes, ou est-ce qu'ils ont de base cette méfiance et qu'ils vont eux-mêmes aller chercher ces contenus? C'est des questions qui sont l'objet de discussions assez fines et qui sont pas du tout tranchées en fait. Donc voilà, c'était sur le rôle des réseaux sociaux. Mais je rejoins Marie Pelletier sur le fait qu'une des grandes caractéristiques d'Internet, etc., c'est qu'il y a des choses qui peuvent... c'est justement qu'il y a une espèce de disponibilité et une disparition des intermédiaires en fait, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être un blogueur obscur et justement vous faire le relais de dictature, etc. Vous passerez pour quelqu'un de complètement en marge justement des réseaux mainstream, alors qu'en fait vous serez juste en contact avec des régimes autoritaires d'ailleurs. Et ces espèces de canaux de diffusion des idées et de construction de la notoriété, etc. Ils pourront en avoir un impact énorme sur la vie politique, avec notamment les nominations, les nominations des ministres, etc. On peut aussi penser à... Moi, je pense... ça me chagrine terriblement. Enfin, je veux dire, tout est chagrinant dans cette élection américaine, mais Robert Kennedy, à la recherche, c'est assez terrible. C'est un des plus gros propagateurs de fake news anti-vax pendant la pandémie. Et cet homme est maintenant ministre sous l'administration Trump à la recherche et qui explique qu'il va nettoyer la Food and Drug Administration de toute sa corruption. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais on a du mal à imaginer que ça va tourner bien. Alors le complotisme touche toutes les couches de la population. Il se nourrit des failles de nos sociétés avec des conséquences concrètes sur nos vies et nos démocraties. Alors justement, comment le désamorcer, comment restaurer la confiance? On en parle dans quelques minutes, juste après une pause musicale. D'ici rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène, je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de
n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi tant qu'on s'endort. La rage au ventre. J'y crois encore. À tout jamais jusqu'à la mort. Le silence a eu tort. J'y crois encore. Et que l'espace où j'en crève devienne un autre néant. Quand le ciel dévoilé soulève en moi l'âme et les moi d'un géant. Me retourner sans un geste, le passé m'empêcher vraiment. Cracher sur tout ce qui blesse, ramener le futur au présent. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi tant qu'on s'endort. La rage au ventre. J'y crois encore. J'y crois encore. Honneur aux Belges dans le rendez-vous fidélité. C'était Lara Fabian. Ces dernières années, la recherche sur le complotisme a permis de cerner ce phénomène complexe. On comprend mieux aujourd'hui ses origines, ses mécanismes et ses conséquences. Mais une question reste en suspens. Comment désamorcer ce phénomène ? Nous sommes toujours en compagnie de Marie Pelletier, essayiste, historienne spécialiste du complotisme, autrice de L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, paru en 2016 aux éditions Les Petits Matins, et de Obsession dans les coulisses du récit complotiste, paru en 2018 aux éditions Inculte. Également avec nous toujours Kenzo Nera, docteur en psychologie sociale et chercheur post-doctoral à l'Université libre de Bruxelles, auteur de Complotisme et quête identitaire, paru au PUF en 2023. On va parler de cette notion de confiance dont vous parliez tout à l'heure, Marie Pelletier, une confiance mise à mal dans ces théories du complot. Mais avant cela, le père Pascal Hide, dans son ouvrage qui vient de paraître, Complotisme et anticomplotisme aux éditions Artege, explique que les personnes qui adhèrent aux théories complotistes, je cite, sont peu perméables au dialogue et consomment une grande énergie à confirmer ce qu'elles pensent et très peu à écouter ce qui les infirme. Et il précise: diaboliser les conspirationnistes ne fait que renforcer leur défense, n'honore pas la cohérence de leurs propos et constitue parfois une position de surplomb arrogante et aussi peu dialogante que la posture complotiste. J'aimerais vos réactions sur ces propos. Marie Pelletier, on va commencer avec vous. Si vous regardez mon livre L'ère du complotisme en 2016, je parlais déjà de ces problématiques et de comment l'anticonspirationnisme peut être simplement le miroir du complotisme quand il justement prend cette position de surplomb et quand il nourrit aussi une binarité. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus mauvais qu'on puisse faire face à un discours qui est un discours de rejet. Donc, si face à un discours de rejet, on emprunte nous-mêmes une posture de rejet, de diabolisation, etc., bien évidemment qu'il y a des effets miroirs qui sont d'ailleurs extrêmement présents aujourd'hui dans l'anticonspirationnisme. Moi, je suis très critique pour ceux qui suivent un peu mon travail sur l'anticonspirationnisme et sur la manière dont certains prennent de haut les complotismes, les prennent pour des gens incultes, bêtes, pensent qu'il faut en rire. Je pense que tout ça est assez, non seulement contre-productif, mais c'est aussi une mauvaise compréhension du problème, alors à mes yeux, bien sûr, puisque je pense que c'est avant tout une maladie de société. Et que donc, c'est un chantier commun, en fait. Le complotisme, ce n'est pas un problème des complotistes, c'est un problème des sociétés démocratiques. C'est-à-dire que la question pour moi à se poser, c'est comment, en démocratie, on arrive à recréer de la confiance. Ouais. Et ça, c'est un chantier non seulement collectif, qui concerne absolument tous les corps de la société, et c'est un chantier au long cours. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, par des formules magiques, par un algorithme magique ou que sais-je. C'est un chantier de fond pour en fait recréer un récit qui fasse sens pour nous tous.
Et donc, je pense que ça nécessite en fait énormément d'humilité. Et c'est vrai qu'une personne conspirationniste, on pourrait avoir l'impression qu'elle n'a pas forcément d'humilité. Mais souvent aussi, elle cherche à comprendre. Il y a un vrai désir chez une personne qui adhère à ce type de discours, il y a un vrai désir de comprendre le monde qui l'entoure en réalité. Et donc, sur l'intention, j'ai envie de dire, là, il y a moyen de rejoindre la personne. Pas sur les croyances, etc., bien sûr, mais sur les valeurs, sur l'intention qu'il y a. Je pense qu'il y a moyen de recréer parfois des liens, je ne sais pas comment on appelle ça, des ponts, et que c'est essentiel. Si on augmente la cassure, on va continuer à fracturer la société et je pense que c'est la plus mauvaise chose à faire, surtout dans le contexte actuel. Donc, quand on parle de fast-checking, c'est un ensemble de pratiques et d'outils qui permettent de vérifier une information. Pour vous, c'est pas un outil efficace pour lutter contre ce phénomène. C'est quelque chose qui risque au contraire de renforcer la défiance ? Alors, je vais aussi essayer d'apporter de la nuance pour ne pas être... je pense que comme pour tout, il faut être nuancé. Je pense que le fact-checking, donc le fait de vérifier les faits, qui a été un petit peu une des grandes réponses qu'on a apportées depuis l'élection de Trump face à ce qu'on appelle la désinformation, le conspirationnisme, etc. Je pense que c'est un outil tout à fait intéressant. Vraiment, je pense que pouvoir avoir des outils qui simplement... sont là pour valider ce qui est factuel ou non, je pense qu'en soi, ça peut être intéressant. Mais il y a plusieurs problèmes, me semble-t-il. D'abord, le problème il faut que ces outils de validation soient communément acceptés. Si ces outils de validation ne sont acceptés que par un groupe, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais les complotistes font eux-mêmes leur fact-checking. Et en fait, on a une guerre de fact-checking où chaque groupe valide ses propres outils de vérification et donc on n'a plus ce socle commun pour se parler. Donc ça, je pense que c'est un premier problème. Et le deuxième gros problème, c'est la posture, encore une fois. Si le fact-checking devient un outil de silenciation d'autrui, si ça devient un outil pour humilier autrui, pour dire « tu vois bien, t'es bête, t'as rien compris, tu sais pas vérifier une information, etc. », on nourrit encore une fois une tension qui, à mon avis, est délétère. Parce qu'en fait, propager une fausse information, je vais vous dire un grand scoop, on le fait tous. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le fact-checking, il faut d'abord le faire par rapport à notre propre parole. On fait tous d'abord des erreurs, mais tous, vraiment tous. Oui. Et puis tous, on parlait des biais, etc. On va avoir tendance à aller chercher l'information dans ce qui confirme déjà ce qu'on pense. Tous, on a cette tendance-là. Et donc, ça veut dire que potentiellement, je ne dis pas qu'on le fait tous quotidiennement, tout le temps, mais potentiellement, se tromper, propager une fausse information, ça peut tous nous arriver. Ce n'est pas un problème des conspirationnistes, c'est un problème collectif. Et donc, le fact-checking, ce n'est pas à diaboliser, mais comme réponse ultime face au conspirationnisme, ça, par contre, c'est totalement, je pense, non seulement inefficace, mais aussi contre-productif. Ça, c'est certain. Kenzo Nera, vous dites justement que l'IA peut être vue comme une solution parce qu'elle est justement plus neutre face au fast-checking ou face au conspirationnisme. Elle est plus neutre et elle est finalement sans émotion parce que l'émotion est très, très importante dans cette question du complotisme. Alors, je suis désolé, ça ne va pas être hyper poli, mais je préférais répondre à la question précédente. En fait, sur la question de l'IA, c'est genre un article très spécifique qui est sorti par rapport auquel je n'ai pas encore d'avis très tranché, donc je préférais dire quelque chose, donner un avis que j'estime davantage informé. Mais c'est vraiment par rapport à l'extrait de Pascalide que vous avez donné sur finalement l'imperméabilité du complotisme à la contradiction. Et par rapport à ça, évidemment, on a tous des exemples qui nous viennent en tête de complotistes particulièrement radicaux avec qui on a effectivement l'impression que c'est devenu totalement impossible de parler. Mais là-dessus, je crois qu'il y a vraiment une confusion à laquelle il faut faire attention. C'est est-ce que le problème, c'est le contenu de la croyance ou est-ce que c'est les caractéristiques de certaines personnes particulièrement vocales qui véhiculent ces croyances? En gros, est-ce que le fait que certains complotistes soient particulièrement dogmatiques et vocaux sur les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que le complotisme rend dogmatique? Donc finalement, peut-être que ce qu'on déplore quand on dit que les gens sont complètement que les complotistes sont imperméables à la contradiction, ce qu'on déplore, c'est tout simplement le fait, c'est une réalité beaucoup plus générale, c'est qu'une personne particulièrement radicalisée dans une idéologie quelconque, cette personne-là va être impossible à raisonner, mais ce n'est pas un problème spécifique au complotisme. Donc voilà, est-ce que c'est un problème de contenu de la croyance, le fait de croire que la vérité officielle est cachée, etc. Ou est-ce que c'est un problème de radicalité? C'est vraiment une vraie question qui n'est pas encore tranchée, et je pense que c'est une distinction à laquelle il faut être attentif. Et le deuxième point que j'avais envie de soulever, c'était vraiment, mais c'est quelque chose qui est tout à fait lié,
c'est que, comme le disait Marie Pelletier, c'est que du biais de confirmation, on en fait tous. C'est-à-dire que si vous avez une vision préalable du monde, vous allez filtrer l'information d'une façon qui va, en gros, ménager ce que vous croyez et les croyances qui sont importantes pour vous. Par contre, quand vous voyez quelque chose qui remet frontalement en question des croyances importantes ou alors qui vous menace particulièrement, bah, vous allez peut-être être davantage critique et d'un coup, vous allez devenir un fact-checker hors pair pour les idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et partant de là, le fait que les complotistes soient imperméables à la contradiction sur le sujet de théorie du complot, c'est quelque chose qui est en fait totalement normal. Ce serait bizarre que ça ne soit pas le cas, étant donné qu'ils y croient. À partir du moment où vous croyez à quelque chose, vous allez avoir ce traitement biaisé de l'information. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Bah, genre, un exemple vraiment classique, et un des plus étudiés aussi, parce que c'est relativement facile d'accéder à la population, c'est le fait d'être de gauche ou de droite. La presse, quand vous êtes de gauche, la presse de droite vous paraît parfaitement biaisée, stupide. Si un article, je sais pas, apparaît dans la presse de droite pour vous expliquer à quel point le libre marché c'est fantastique, et que vous êtes de gauche, bah, vous allez pas vous laisser influencer par ces arguments. Alors que si vous lisez un article dans un journal de gauche qui flatte un petit peu votre vision du monde, là vous allez dire ah, c'est vraiment un excellent article. Et pareil dans l'autre sens évidemment. C'est cette tendance, comme le disait Marie, on l'a vraiment tous. Et la question, ça devient, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la théorie du complot? Est-ce que en gros croire à une théorie du complot, ça vous rend encore plus imperméable à la contradiction que quand vous avez une position forte sur n'importe quel autre sujet? Ça, c'est une question qui est absolument ouverte à ce stade-ci. Il y a quelques arguments de philosophes qui expliquent que voilà, quand vous croyez qu'il y a un complot en cours, que vous allez naturellement vous méfier un petit peu de la contradiction parce que s'il y a un complot, forcément les conspirateurs vont essayer de dissimuler leur implication, donc vous allez un petit peu jeter la suspicion a priori sur l'information contradictoire. Donc il y a ce genre d'argument un peu philosophique sur finalement le concept de complot, mais en réalité, à ce stade-ci, on n'a pas vraiment de connaissances solides sur la question. On ne sait pas si les gens qui croient aux théories du complot, qui croient fort aux théories du complot, sont davantage imperméables aux contre-arguments que les gens qui croient fort à n'importe quoi d'autre. Bon, on a quand même l'impression de ne pas avoir d'argument, que chaque argument trouve un contre-argument, contrairement à certaines... Enfin, moi, si je parle avec un scientifique, je vais adhérer, ou en tout cas, je vais me dire, il a cette compétence-là, donc je peux le croire, parce que moi, je n'ai pas cette compétence. Alors que quand on discute avec quelqu'un qui est complotiste, on a l'impression qu'il n'y a plus de savoir qui prédomine. Et c'est là où ça rejoint la question de la confiance, Marie Pelletier. La confiance en les institutions, les médias, les scientifiques. Finalement, comment rétablir la confiance? Quelles sont les solutions qui permettraient que ces personnes-là se disent je n'ai pas la connaissance, donc je me remets en ceux qui l'ont finalement? Bah, votre question est très juste parce que pour moi, c'est vraiment le cœur du problème. C'est qu'en fait, on ne peut pas tous vérifier tout le temps toutes les informations qui circulent. Ça, c'est un espèce de leurre collectif dans lequel on est un peu maintenant. D'ailleurs, en fait, en démocratie particulièrement, on doit à un moment donné déléguer, c'est-à-dire faire confiance. Je le disais à mes étudiants pendant la pandémie pour le vaccin. Moi, je disais, je me vaccine parce que je fais confiance aux médecins. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas de formation scientifique dure, quoi. Je dis, je n'ai pas les capacités, moi, de faire mes propres recherches pour voir si le vaccin est efficace, pas efficace, etc. Non, mais je m'en remets aux spécialistes parce que je leur fais confiance. Et vous le dites très justement, le problème, c'est que pour une série de personnes, cette confiance-là, de base, dans la parole scientifique, dans la parole des médias, etc., elle est cassée. Alors, comment est-ce qu'on la restaure? Alors justement, déjà pas en alimentant de la défiance. Enfin, c'est bête à dire, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on continue beaucoup trop à faire, notamment dans l'anticonspirationnisme d'ailleurs, où on alimente tout le temps la suspicion à l'égard d'autrui, etc. Donc on alimente ce climat de défiance. Vraiment, c'est une maladie partagée en quelque sorte, mais aussi, je pense, en recréant du lien social. Moi, je le dis souvent aux journalistes, aux médecins, je l'ai dit aux médecins pendant la pandémie, etc. Je dis, en fait, il faut aller reparler aux gens, il faut reconvaincre, il faut sortir de vos chairs, en quelque sorte, de vos chairs avec un E. C'est-à-dire, aller... je me rappelle, c'était un petit peu rigolo, un petit peu ironique pendant la pandémie. Je disais aux médecins, mais il faut aller sur le terrain, parler aux gens, etc. Ils me disaient, oui, comment voulez-vous qu'on le fasse pour le moment? On ne peut pas. Je dis, oui, c'est vrai qu'avec la pandémie, c'était un peu compliqué. Mais en fait, je pressentais pendant la pandémie que le vrai enjeu était là. C'est-à-dire créer des vrais espaces de dialogue, pas seulement de dialogue dans le sens argument contre argument, non. C'est des lieux du réel, en réalité, où on revoit l'autre dans le réel
Et donc, on sait reconstruire, alors c'est pas un coup de baguette magique non plus, hein, c'est sur le long cours, mais progressivement ce lien de confiance. Aux jeunes, je dis souvent aussi, quand ils me disent qu'ils n'ont plus confiance dans les médias, par exemple, je dis, mais essayez de trouver un média de référence. C'est-à-dire, je ne demande pas de faire confiance dans tous les médias, etc. Essayez de trouver un journaliste, un média, pas conspirationniste, bien évidemment, mais auquel vous allez dire, ben, là, au moins, j'ai suffisamment, je ne sais pas, de connaissance de la personne, pour dire, c'est un lieu de confiance. Et je pense que ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas au moins un petit socle de confiance, on ne pourra pas restaurer justement ce corps social. Alors, simplement pour dire, en disant ça, je sais que c'est un chantier monumental, hein. C'est un truc et c'est pour ça que c'est pas trop à la mode aussi d'en parler, parce que c'est un chantier sur 2-3 générations. C'est reconsolider la démocratie, hein, si on veut le dire vraiment vite. Oui, auquel on doit tous prendre part. Mais complètement. Et c'est pas une question des spécialistes du complotisme, hein, ça, pas du tout. C'est vraiment une question de société. Et ça se passe d'ailleurs, on le voit, hein, ça peut, je le disais tout à l'heure, ça peut fracturer des familles, etc., hein, ce problème du complotisme. Tout le monde aussi a eu des problèmes, des engueulades avec des amis, ou même des ruptures amicales et tout ça à cause de ce problème. Donc ça veut dire que je pense vraiment que ce chantier du lien social, il est vraiment essentiel. Et il y a aussi une question, Kenzo Nera, c'est l'éducation à l'esprit critique qui peut aussi, parce qu'on peut faire confiance en des personnes, mais garder cet esprit critique. Mais les complotistes eux-mêmes se revendiquent de l'esprit critique. Donc en fait, comment on définit l'esprit critique, Kenzo Nera, et comment ça peut être aussi une arme, un outil ? C'est une excellente question à laquelle il n'existe pas de réponse en fait. C'est-à-dire que ce dont on se rend rapidement compte, j'ai notamment une collègue que Céline Schöpfer, pour la nommer, qui travaille sur ces questions spécifiquement. Et ce qu'elle montre dans ses travaux, c'est qu'en fait tout le monde a un petit peu c'est un peu une espèce de miroir de l'esprit critique, c'est-à-dire que chacun a sa petite définition et on se dit genre voilà, l'esprit critique pour moi c'est ça, donc du coup je fais preuve d'esprit critique vu que pour moi l'esprit critique c'est ça. Et donc les complotistes disent qu'ils font pardon, excusez-moi. Les complotistes disent qu'ils font preuve d'esprit critique, les anti-complotistes disent non, le vrai esprit critique c'est le mien. Et donc on pourrait se dire mais on va se retourner du coup vers les vrais gens éclairés, genre dans le monde académique qui réfléchissent à ces questions d'esprit critique. Et ce qui ressort en fait, c'est que c'est tout autant, c'est-à-dire qu'il y a un consensus pour dire que il y a un certain nombre de mauvaises définitions d'esprit critique. C'est-à-dire, par exemple, l'idée qu'il faut penser par soi-même, ça par exemple, c'est une vision très commune de l'esprit critique. Et d'ailleurs, quand moi je suis à l'Université libre de Bruxelles, il y a des appels à penser par soi-même sur les murs, des citations de fondateurs, etc. Donc on en revient à cette idée que c'est pas le propre des complotistes d'avoir ce genre de croyances. Donc ça c'est une mauvaise représentation de l'esprit critique. Par contre, quand il faut vraiment définir ce que c'est précisément l'esprit critique, c'est nébuleux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que c'est plutôt une série de compétences, il y a des gens qui disent plutôt que c'est genre le fait justement et que c'est plutôt le fait de faire confiance. Ou il y a des gens qui ont, c'est un petit peu, bref, je vais pas être trop académique là-dessus, mais on va dire qu'il y a l'esprit critique, c'est vraiment tout un tas de choses et il manque encore vraiment d'une définition claire et propre de ce que c'est que l'esprit critique, qui permettrait d'une part de tordre le cou aux visions naïves et dangereuse de l'esprit critique. Se le penser par vous-même, ne vous laissez jamais influencer, évidemment que si. En plus, non seulement c'est faux, mais en plus, personne ne fait ça. C'est-à-dire, on fait tous confiance à quelqu'un. Je veux dire, c'est juste spécifiquement sur certains sujets que les gens pensent faire ça. Donc, d'une part, identifier les mauvaises représentations de l'esprit critique, mais aussi avoir une définition qui permettrait de mettre en place éventuellement des programmes d'éducation à l'esprit critique, parce qu'on parle énormément d'éducation à l'esprit critique, mais sans savoir ce que c'est. Donc finalement, c'est un petit peu, c'est un immense obstacle. C'est un immense obstacle au moindre chantier dans le domaine, étant donné que c'est un petit peu, c'est la solution à tout, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas vraiment encore enseigné justement à l'école. On a du mal justement. Il faudrait le définir pour que justement entre confiance et esprit critique, il y ait une juste dose. Juste pour terminer notre entretien, j'aimerais quand même revenir juste 2 minutes sur l'IA parce qu'il y a des questions sur cette intelligence artificielle qui pourrait peut-être vue comme une solution. Vous avez quand même 2 mots à dire, Kenzo Nera, justement parce que on parle. Non mais en fait parce qu'on parle beaucoup d'émotions dans ce problème du complotisme. Ça fait appel à énormément d'émotions, de peur intrinsèque. Est-ce que l'IA peut s'en détacher ? Comment s'en servir finalement ?
Ah, on ne vous entend plus, voilà. Alors, oui, non, désolé. Alors, j'essaie de retrouver très très vite fait l'article, mais après, c'est pas forcément important que je l'ai sous les yeux. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez quoi, je vais. Ce que j'en pense, c'est que c'est évidemment, c'est une piste qui peut permettre d'aider. Et ce que montrent ces travaux, c'est que en fait, il y a vraiment cette idée très ancrée que justement faire changer d'avis les gens sur les théories du complot, c'est très très difficile. Et ce que ces chercheurs, Tom Costello et ses collaborateurs ont montré dans une publication, je ne sais plus si c'est dans Nature ou Science, bref, une des toutes grosses revues, c'est pas très important. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné en fait un chatbot, basé sur ChatGPT, à discuter de ces sujets. Donc c'est vraiment, ça prend complètement à contre-pied cette idée que oui, mais ils sont complètement imperméables aux arguments, etc. Et on va vraiment, voilà, on les invite à donner des arguments et à engager une discussion avec ChatGPT. Donc une intelligence artificielle qui est présentée comme telle. Et ce qui est ressorti, c'est que c'est des résultats qui sont assez impressionnants en fait. Quand bien même j'ai une part de moi qui est un peu sceptique, on peut pas nier que c'est assez impressionnant. C'est que les gens révisent assez bien leurs croyances en fait. Ils sont quand ils échangent des arguments, ils présentent un argument, je sais pas moi, genre selon 7 ans, oui mais la 3e tour elle est tombée, ChatGPT va répondre oui mais en même temps, oui mais non, c'est commun de penser ça, néanmoins en fait la 3e tour en question avait pris des débris d'une des 2 tours qui étaient tombées, donc en fait il n'y a rien de bizarre à tout ça. Et les gens révisent assez bien leurs croyances, réduisent leur niveau de croyance dans les théories du complot. Je serais de mauvaise foi, je dirais, ils n'ont pas complètement abandonné la croyance, donc ça ne marche pas. Mais en réalité, quand on fait de la recherche, l'impact de l'intervention qui est mis en évidence, on rêverait d'observer ça dans nos propres travaux, parce que c'est vraiment un gros impact comparé à ce qui s'observe d'habitude. Et ce qu'explique ces chercheurs, c'est que voilà, contrairement à l'idée reçue selon laquelle les gens sont imperméables justement à l'échange d'arguments, etc., les gens révisent assez bien leurs croyances. Et l'avantage de l'IA, c'est que elle ne doit pas aller chercher sur Internet, elle ne doit pas perdre du temps, comme j'ai pu le faire à l'époque. Ça fait longtemps que j'ai abandonné ce chantier, mais chercher des contre-arguments, d'y construire, parce qu'en plus, un des problèmes des théories du complot, c'est qu'il y a toujours une quantité absolument abracadabrante d'arguments. Merci. Et si vous voulez tout déconstruire, vous faites ça toute la journée. Ouais. Merci beaucoup, je suis désolée, on pourrait en parler encore des heures tellement c'est intéressant. Merci à tous les deux. Marie Pelletier, vous êtes essayiste, historienne, enseignante à l'ISPJ de Bruxelles et autrice de 2 ouvrages sur le complotisme. Et Kenzo Nera, vous êtes docteur en psychologie sociale et chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles, auteur de Complotisme et quête identitaire. Tanguy Bertrand vient de nous rejoindre pour que nous puissions mourir moins idiots avec sa chronique Les mots pour le dire. Le rendez-vous fidélité. Bonjour Tanguy Bertrand. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Alors, où s'arrête la vérité et où commence le mensonge ? C'est un vaste sujet, j'aurais tendance à dire aussi vieux que l'humanité. Le monde n'est qu'illusion et mensonge, c'est ce qu'écrit l'Académie en 1768. Voilà un tableau bien sombre, Tanguy. C'est vrai, mais on parle aussi de pieux mensonge, Tiffaine, un mensonge inspiré par la volonté d'être utile ou agréable. Mademoiselle de Scudéry, nous sommes au XVIIe siècle pour ceux qui l'auraient oublié, Mademoiselle de Scudéry a une jolie formule pour qualifier ce genre de mensonge. Mensonge de civilité. C'est joli, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et je me dis que mon expression aujourd'hui pourrait parfaitement faire partie de ces pieux mensonges. Si je vous dis que mon expression comporte le mot menteur, vous me dites quoi, Tiffaine ? Menteur comme un arracheur de dents. Voilà, bravo, c'est gagné. Menteur comme un arracheur de dents ou mentir comme un arracheur de dents. L'expression parle d'elle-même et Furetière dit mentir comme un arracheur de dents, c'est-à-dire comme un charlatan qui vit de menterie. Mais arracheur, le mot est quand même violent, hein. Tout à fait, l'expression arracheur de dents date de la première moitié du XVIe siècle. Elle désignait les barbiers chirurgiens ambulants. Mais alors pourquoi les barbiers s'occupaient-ils des dents ? Je vois pas trop le rapport avec la barbe. Alors en réalité, il faut remonter au XIIIe siècle pour comprendre cette histoire. À cette époque, on interdit aux membres du clergé d'exercer une activité en lien avec la médecine et surtout la chirurgie. Oui, mais alors je repose la question, pourquoi les barbiers ? Pourquoi ne pas confier cette tâche finalement à des médecins ? Alors d'abord parce que la chirurgie était à l'époque
l'époque assez méprisé par le corps médical, et les barbiers, habiles à manipuler des rasoirs, pouvaient fort bien pratiquer des saignées, des petites interventions chirurgicales et s'occuper des dents, laissant aux vrais médecins le soin de traiter des maladies plus nobles. Alors j'imagine que tous ces barbiers arracheurs de dents vont finir par disparaître. Oui, bien sûr, mais pas avant la première moitié du XVIIIe siècle. On estime qu'un certain Pierre Fauchard est l'inventeur de la chirurgie dentaire moderne. Et en 1783, Louis-Sébastien Mercier, celui qui écrit Tableau de Paris, peut écrire « Les habiles dentistes s'attachent plus à conserver les dents qu'à les extirper ». C'est très bien. Le lien entre barbier arracheur de dents et son client était quand même essentiellement financier. Absolument. D'ailleurs, Furetière rapporte une expression au sens figuré assez évocatrice, je cite, « Arracher une dent à quelqu'un, c'est tirer de lui quelque argent qu'il est contraint de donner malgré lui ». Alors j'imagine que ce rapport à l'argent explique en partie pourquoi les barbiers chirurgiens étaient traités de charlatans. Oui, ceux qui vivent de menterie, comme dit Furetière. Une dernière question. Savez-vous quelle est la sainte protectrice des dentistes? Mais pas du tout. Alors c'est Sainte Apolline. Elle fut martyrisée puis exécutée, la malheureuse, à Alexandrie en 248. On lui arracha les dents avant de la brûler vive. Ah mais quelle horreur. Bon, eh bien votre expression menteur comme un arracheur de dents, je vous remercie beaucoup Tanguy. Bien le bonjour à votre dentiste. Merci Marie Pelletier, Kenzonera pour votre participation et vos éclairages lors de ce voyage au cœur des théories du complot. Demain, il sera question d'immobilier dans le rendez-vous fidélité. En attendant, les émissions sont à réécouter sur le site de la radio et sur toutes les plateformes de diffusion.